L'innovation majeure, c'est l'encadrement de la justice. Parce que sous l'empire de l'actuel texte, les juges ont tous les pouvoirs. Il a été décidé de les encadrer en permettant, la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par tous les citoyens. Deuxièmement, en notant au parquet, c'est-à-dire au procureur de la République, le droit de mettre quelqu'un sous mandat parce que le procureur n'est pas indépendant. 3. En modifiant la composition de la Cour constitutionnelle qui, au lieu de contenir 6 membres désignés par les hommes politiques sur 9, ne contient désormais que 4 membres sur 9 désignés par les hommes politiques. Alors, mais il y a des choses aussi qu'on n'a pas pu faire, telles que introduire, comme le voulaient certains, la charte de Kouroukafuga. Beaucoup ont entendu parler de cette charte, mais ils oublient que la charte crée une hiérarchisation de la société. Les Soudjata et autres se sont réunis, ils ont dit qu'il y a des nobles, que la société est divisée en nobles, en griots, en hommes de caste, en esclaves, etc. Mais est-ce que vous, au XXIe siècle, vous allez dire que celui-là est noble, celui-là est esclave? Comment, quand tu adoptes cette charte, c'est comme si la constitution du Mali acceptait que effectivement au Mali, il y a des hommes inégaux. Certains sont nobles, d'autres sont esclaves. Alors que les premiers articles même du texte disent que tout le monde, tous les Maliens naissent et demeurent libres en droit et en devoir. Donc la charte ne pouvait pas prospérer dans le texte. D'accord. De même, la question de la langue, qui fait polémique aujourd'hui. Mais lorsque vous décidez d'officialiser, par exemple, le Bambara, d'abord, beaucoup vont s'interroger pourquoi le Bambara et pourquoi pas le Peul, pourquoi pas le Tamashek, pourquoi pas une autre langue. Ça va créer un autre débat. Mais ce n'est pas le seul débat. Le problème, c'est que dans sa matérialité, sur le terrain, quand vous décidez aujourd'hui de mettre dans la Constitution que le Bambara est la langue officielle, ça veut dire que dès demain, les cours à l'école doivent être donnés en Bambara. Des cours de mathématiques, de chimie. Qui a des livres en Bambara de chimie et de mathématiques susceptibles d'être enseignés dans nos écoles? On ne les a pas. Tous les documents de l'administration devront être immédiatement traduits en Bambara. Et qui va faire ces traductions-là? Toi, Dissa et moi, Mao, nous parlons tous Bambara, mais nous ne savons pas écrire le Bambara. Ceux qui écrivent le Bambara sont une infime minorité. Donc, le projet a décidé que tout ça va prendre du temps. Le temps de préparer les langues nationales à devenir officielles, on a inscrit ce principe. Et on a dit que quand une langue sera prête à être une langue officielle, on n'a plus besoin de réviser la Constitution. La loi suffit pour officialiser n'importe quelle langue. Donc le jour où l'État va former suffisamment de gens dans l'administration, dans la justice, partout, pour que le Bambara soit écrit par les intéressés, alors il suffira d'une loi pour officialiser ce Bambara-là. D'accord. Juste par rapport à la lettre de cadrage, je vais juste faire un commentaire supplémentaire. Maître Konaré, lorsque nous avons... lettre de cadrage, ma préférence va pour lettre de mission. Ça a été fait parce que pour la simple raison, sous ATT, que le président est élu sur la base d'un projet de société. Donc quand il vient, c'est lui qui nomme le Premier ministre et les ministres, sur proposition du Premier ministre dans notre constitution actuelle. Mais l'idée, c'était quand même que le suffrage est accordé au président de la République, pas à ses ministres, ni à son gouvernement. Donc il s'agissait de dégager les grandes lignes. La présidence ne déterminait pas l'action du gouvernement, mais les grandes lignes étaient tracées sur la vision du président et son programme
politique. Maintenant, c'était au ministre, chaque ministère devait développer, évidemment, ce sur quoi il s'engageait par rapport à la vision du président de la République et le projet de société et le programme. Une fois que les ministres venaient avec leur programme, en ce moment, la présidence se chargeait de suivre l'exécution de cela. Et ça permettait à la présidence de jouer son rôle de tour de contrôle alors que le gouvernement exécuterait ce programme. Et revenons sur le président justement dans le nouveau texte, hein, en tout cas dans ce projet de loi constitutionnelle. Alors Maître a parlé en fait de diminution des pouvoirs du président, mais d'autres liraient plutôt l'affaiblissement. On n'a pas de constitution et vous savez que c'est un Anglais quand même qui est à la base de la séparation, de la théorie de la séparation des pouvoirs, John Locke, qui dans son traité du gouvernement civil en 1690 a dit qu'il faut séparer les fonctions de législateur, de gouvernement et aussi le législatif et le judiciaire, de séparer la fonction de législateur, de gouvernement et de la justice. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut non seulement l'équilibre des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs. Si on remonte à ce qui s'est passé, la Constitution d'octobre 1958, la Constitution que De Gaulle a fait élaborer par un comité pour lui-même, et c'est le président de ce comité qui finira, Michel Debré en l'occurrence, qui finira par être le Premier ministre du général De Gaulle. Et donc, vous voyez, il faut revenir à l'instabilité qui avait lieu dans le contexte français à l'époque, dans la 3e et la 4e République. Et c'est pour mettre fin à cette instabilité parlementaire qu'on a mis cette constitution qui faisait en réalité du président de la République un monarque républicain. Il devenait la clé de voûte des institutions. Parce que, disons-le franchement, une constitution doit être libre. Ce qu'elle doit permettre de faire, c'est d'organiser les pouvoirs publics, c'est-à-dire les institutions et les ministères et le gouvernement et puis toutes les institutions. Donc c'est pour cela que c'est la loi fondamentale. Et cette loi fondamentale doit être respectée. Mais il y a un hic. Si il y a même séparation des pouvoirs, ça c'est indispensable pour pouvoir quand même que les pouvoirs et il y ait des contre-pouvoirs, que les uns puissent contrôler les autres. Mais en même temps, si vous séparez ces pouvoirs, maintenant comment vous allez établir cet équilibre? C'est cet équilibre dont vous parlez qui est fragile. Parce que dans la constitution actuelle, le président peut dissoudre le Parlement, mais le Parlement peut avoir jeté une motion de censure envers le gouvernement pour le dissoudre, etc. Et le président était aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça faisait du président la clé de voûte des institutions, comme je viens de le dire. Mais maintenant, nous allons vers un régime politique quand même rigide, comme M. Konaré vient de le dire. Mais cela veut dire qu'il va falloir que les institutions, que chacun joue sa partition. Et vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de texte. Et plus une constitution est rigide, plus vous avez des chances qu'il y ait un blocage. Parce que les mécanismes institutionnels, je vous dis, on l'a quand même témoigné de cela, les attributions des ministres, même dans le même gouvernement, quand il y a des chevauchements dans les attributions entre ministres, ça peut amener des blocages. Et ça demande et l'arbitrage ou du Premier ministre, ou très souvent, ça remonte à la présidence de la République. Donc moi, j'ai peur qu'en adoptant cette rigidité dans cette Constitution, mais aussi en donnant beaucoup trop de détails par rapport à comment les institutions doivent interagir les unes avec les autres, qu'on ne puisse venir à un blocage quelconque et je ne sais pas comment on va pouvoir débloquer cela. D'accord. Maître, est-ce que le texte, vous avez dit, vous avez voulu travailler avec la mentalité des Maliens, avec les vœux des Maliens. Aujourd'hui, on entend parler de refondation partout. En quoi ce texte-là répond réellement aux besoins ou aux enjeux de refondation du Mali tels que demandés par tous? Je vous ai cité les cas de limitation des pouvoirs du président. Je vous ai qui pour d'autres Maliens est plutôt vraiment un affaiblissement total du président. Non, ce n'est pas un affaiblissement total parce qu'il a tout l'exécutif. D'accord. Et dans nos pays, c'est l'exécutif qui a le vrai pouvoir. Les autres peuvent faire un peu
blocage, mais en réalité, ce blocage finira toujours par être surmonté parce que le président est très puissant. C'est lui qui a les moyens de l'État. Parce que c'est lui qui détermine l'usage de ses moyens et tout. C'est lui qui a la main à la pâte. Et les risques de blocage existent, comme ça existe aussi dans le régime semi-présidentiel qu'on pratique aujourd'hui. Ce régime semi-présidentiel, sa philosophie, c'est quoi? C'est que le président est élu et est légitime, mais le gouvernement tire sa légitimité du Parlement. Et c'est pourquoi, dans l'esprit du régime semi-présidentiel que nous pratiquons depuis 1992 et qui existe en France, il peut y avoir cohabitation, parce que l'idée est que le président doit toujours choisir le premier ministre, chef du gouvernement, et dans le parti venu majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais, et c'est pourquoi on a mis dans la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui, que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Mais ce principe n'a jamais été respecté. De 1992 à aujourd'hui, aucun premier ministre n'a été nommé parce qu'il a été proposé par le parti majoritaire. Au contraire, les blocages qu'on a connus en 1993 avec la chute de 2 premiers ministres, c'était dû au fait que le président ne voulait pas se soumettre à cela. Alors, il s'est ensuivi des troubles, mais ces troubles ont fini par être surmontés. Mais toujours est-il que la pratique s'est perpétuée avec un président qui a tout le pouvoir sur l'exécutif. Et nous ne faisons que ramener les textes au niveau de la pratique et quitter l'hypocrisie textuelle et institutionnelle. Par contre, le président conservait sous l'empire conserve sous l'empire de l'actuelle constitution toujours le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, ce qu'on lui a enlevé. Donc ces pouvoirs ont été diminués dans le sens de la demande du peuple. Ok? Deuxièmement, je vous ai parlé de l'encadrement de la justice. Mais il y a d'autres. Par exemple, le peuple a demandé que tout le monde puisse être jugé sans que certains puissent être protégés par des immunités fortes. C'est pourquoi l'immunité parlementaire, c'est-à-dire l'immunité des députés, a été divisée par 2. Aujourd'hui, si cet avant-projet passe, le député ne peut pas être poursuivi pour les opinions et les votes qu'il fait à l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Mais une fois qu'il quitte l'enceinte de l'Assemblée et, par exemple, fait quelque chose qui peut être qualifié de crime ou de délit, il n'a plus d'immunité. Mais attention, il y a le flagrant délit dans l'actuelle constitution. Hein. Non. Arrête, je veux dire, oublie le flagrant délit là. Il n'en a plus de. Tout crime et délit commis en dehors de l'exercice de ses fonctions tombe automatiquement dans le domaine judiciaire et le député on n'a plus besoin d'aller demander la levée de son immunité. D'accord. Non, mais j'ai pas fini. Ce que je voulais ajouter, c'est que tout ça a été tenu en compte du fait que la population l'a demandé. Et les ministres n'ont aucune espèce d'immunité. Oui, ça. Voilà. C'est-à-dire que tu es ministre, tu as commis un acte qui peut être qualifié de crime ou de délit, immédiatement tu vas à la justice. Bon, maintenant, il y a forcément la pratique qui va imposer certains comportements. Si par exemple le président veut que des lois soient prises et que l'Assemblée refuse de les prendre, mais l'avant-projet oblige les institutions à se concerter, même dans les coulisses. C'est ce qui arrive sous le régime présidentiel américain. Chaque année, tu entends parler du blocage de la loi des finances. Le président veut que quelque chose soit mis là-dedans, le Congrès dit non. L'exécutif est bloqué pendant au moins 1 mois, 2 mois, mais après ils finissent toujours par s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont contraints de négocier en coulisses.
C'est ça, c'est cet esprit-là qu'il faut, un esprit de patriotisme et de construction nationale. Et de toutes les façons, un texte, soit-il constitutionnel, n'est qu'un texte. Absolument. Quand tu as affaire à des gens qui ne veulent pas comprendre quoi que ce soit, qui ne veulent pas agir dans l'intérêt de la nation, tu as beau avoir la meilleure constitution écrite, ça ne servira à rien. Ton régime va tomber du fait des hommes qui ont échoué dans la mise en application. La constitution ne vaut que par la vertu et la qualité des dirigeants. D'accord. Alors, M. Makalou, qu'est-ce que vous déplorez dans le texte en l'état? D'accord. On va vers un régime présidentiel, mais dans les véritables pays à régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Un véritable régime présidentiel, le Premier ministre ne sert à rien et sa fonction est supprimée. Dans l'actuelle constitution, le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Évidemment, cela peut poser aussi quelques problèmes, évidemment, quand